La question de l'avenir du franc CFA a fait l'objet d'un colloque international le jeudi 17 septembre 2015, abrité par le Palais du Luxembourg du Sénat français à Paris. Quel outil monétaire et quelle souveraineté économique pour une politique de progrès en Afrique de l'Ouest? Telle était la problématique à laquelle devait répondre cette rencontre organisée par les fondations Gabriel Péry du Parti communiste français et Rosa Luxembourg d'Allemagne. Parrain des travaux, M. Dominique Watrin, sénateur communiste, républicain et citoyen du Pas-de-Calais, a dans son mot de bienvenue situé l'enjeu du colloque. Chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Sénat. Nous sommes ici dans l'un des palais de la République française, avec tout ce que cela comporte. C'est dans ces murs que se sont tissés une partie des accords internationaux qui régentent aujourd'hui encore notre pays et ses rapports avec les autres nations. C'est ici même que réside une partie du pouvoir politique national, et ce depuis la fin du XVIIIe siècle sous le Directoire. Le Sénat est une institution moderne, au sens où elle a accompagné le XIXe siècle, ses métamorphoses, ses révolutions sociales, économiques et internationales. Au regard de l'histoire de l'Afrique, les cycles de colonisation et de décolonisation sont justement contemporains à cette institution monarchique, impériale, puis républicaine. Vous le voyez, le choix même du lieu des échanges que vous aurez tout au long de cette journée n'est pas anodin, loin s'en faut. La date non plus, puisque ce colloque intervient au moment où de plus en plus de voix critiques se font entendre, et ce, à la veille de l'Assemblée annuelle des ministres des Finances de la zone franc, qui se déroulera à Paris début octobre. À ce titre, je souhaiterais saluer le travail d'organisation et de préparation qui a conduit cette journée, plus précisément les fondations Gabriel Péry et Rosa Luxembourg, ainsi que le collectif Afrique du Conseil national du Parti communiste français, sans qui cette journée n'aurait pu voir le jour. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à l'ensemble des intervenants qui se succéderont aujourd'hui, économistes, sociologues et responsables politiques. Il n'en faudra pas moins pour dessiner les contours des politiques monétaires qui impactent 14 pays d'Afrique centrale et occidentale, ainsi que les Comores, c'est-à-dire le quotidien de près de 150 millions de personnes. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une simple question monétaire, monétaro-monétariste, ou même en prenant un spectre plus large d'une question économique pure. Lorsque l'on s'attache à analyser les causes et les effets dans les questions de développement, aucune dimension n'est exclusive, mais bien au contraire, elle s'interpénètre. En effet, la question du franc CFA recouvre bien sûr une réalité économique. On s'interrogera notamment sur la rigidité des politiques économiques entre les pays membres de l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, pour une part, et pour ceux membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, d'autre part. Et la question se pose aussi de la capacité pour ces États souverains à adapter leur politique monétaire en fonction de la situation macroéconomique. De la même manière, que dire de cette souveraineté quand les parités internationales sont fixées avec Paris et donc Francfort? Le débat qui agite l'euro est donc transposable sur la zone franc, puisque cette dernière y est directement arrimée depuis 1999. Mais pour revenir sur les autres dimensions du problème, les questions sociales et politiques sont elles-mêmes influencées par la monnaie, autant qu'elles exercent des pressions sur elle. Et j'insisterai davantage, pour ma part, sur ces dimensions, pour deux raisons. La première, je ne suis pas un spécialiste, je suis un parlementaire, et je suis intimement convaincu qu'au-delà des questions techniques, économiques, seul le choix politique, assumé et conscient, pris. Ainsi, pris à travers le prisme politique, le CFA est une anomalie historique. En effet, le franc CFA est officiellement né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. En 1958, le franc CFA devient franc de la communauté française d'Afrique. Aujourd'hui, le franc CFA signifie
franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, auquel vient s'ajouter le franc comorien. Force est de constater qu'au début des années 60, alors que l'AOF et l'AEF se libèrent de la tutelle coloniale, les nouveaux États n'obtiennent pas leur autonomie monétaire. Pourtant, on le sait, la prérogative de battre monnaie est précisément l'une des marques d'un pouvoir régalien souverain. Partant de ce constat, on notera aussi que la zone franc est en soi très hétérogène. Avec ses 150 millions d'habitants, elle va de l'Atlantique aux portes du Nil, du désert du Sahara à la touffeur du bassin du fleuve Congo. Ces 14 pays membres ont des activités, des schémas d'organisation économique divers, des dépendances et des forces diverses, elles aussi. La question du bien fondé d'une monnaie unique régionale se pose donc fortiori quand on mesure que la majorité des échanges commerciaux ne se font pas entre pays de la zone franc, mais en direction de l'Union européenne, de la Chine ou des États-Unis. L'arrimage du CFA à l'euro sert donc avant tout le partenaire européen, dont l'ascendant commercial est assuré sans risque. Cette situation crée un déséquilibre politique net. Il s'agit donc de parvenir à tracer les contours d'un développement harmonieux pour l'Afrique, l'Europe et les citoyens de ces pays. Harmonieux et respectueux pour tendre vers de nouveaux équilibres internationaux plus justes. Cela ne peut passer par la perpétuation de la situation actuelle, qui fait que selon un rapport de la zone franc, la BFAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les deux banques centrales de la zone franc, disposent de milliers de milliards de francs CFA, ce qui correspond à plusieurs dizaines de milliards d'euros, auprès du Trésor français. La France rémunère les banques centrales africaines en intérêts, tout en se servant au passage grâce à des placements privés. Des sommes dégagées au profit de la France qui se compte en centaines de millions d'euros. Pire, la part d'intérêt versée aux banques centrales est comptabilisée dans l'aide publique au développement. Dépouillés de la moitié de leurs recettes, les pays africains de la zone franc se retrouvent aussi ou ainsi dans une situation économique et sociale très difficile, d'autant plus que la France leur impose une rigueur budgétaire, c'est-à-dire, on le sait, une baisse des dépenses publiques, pour que l'approvisionnement du compte d'opération soit garanti. Quand la France vient en aide à un des pays concernés par un déficit, c'est avec les excédents en fait et bénéfices générés par les autres pays de la zone franc. La France apparaît alors comme un pays très généreux, alors qu'elle ne prête à des pays africains que l'argent d'autres pays africains. Dans d'autres cas, la dette d'un pays africain n'est pas annulée, mais privatisée. Elle sera payée à terme à hauteur des sommes dues à des entreprises françaises qui réaliseront dans le pays concerné des travaux d'intérêt général. Le choix de ces chantiers, de ces entreprises, étant effectué non pas en Afrique, mais en France. En visite le 12 octobre 2012 à Dakar, François Hollande a déclaré, je cite, « Je suis convaincu que les pays de la zone franc doivent pouvoir assurer de manière active la gestion de leur monnaie et mobiliser davantage leurs réserves pour la croissance et l'emploi. » On peut sans doute penser avec raison que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le renoncement a malheureusement prévalu par rapport aux engagements. Mais force est de constater que jusqu'il y a très peu de temps, peu de responsables politiques africains de premier plan, dirigeants ou opposants, sans parler de leurs homologues français, ont posé directement la question des réserves de change et plus généralement celle de cette gestion monétaire qu'on peut qualifier tout de même d'un autre temps. Peut-être faut-il y voir la crainte liée au coup d'État téléguidé par la France ou avec sa complicité dès que des dirigeants commencent à mettre en cause le système du franc CFA comme au Togo. On a des exemples précis en 63, Mali en 68, Burkina Faso en 1987 et plus récemment Côte d'Ivoire en 2011. Par ailleurs, la libre convertibilité s'applique
s'applique des pays africains de la zone franc à la France et inversement, mais ne concerne pas les échanges entre les trois zones du système CFA. Ce principe facilite les investissements français en Afrique, le rapatriement des capitaux et l'importation par la France de matières premières, mais bloque les échanges interafricains. Les principes de libre convertibilité, libre circulation des capitaux favorisent également la fuite des capitaux de l'Afrique vers la France. Les entreprises françaises installées dans les pays africains de la zone franc peuvent rapatrier librement leur liquidité vers la France et les transferts d'argent de la France et l'Afrique s'opèrent sans entrave au profit des élites france-africaines. Ce débat sera, j'en suis persuadé, riche, puisque le sujet qui a été choisi traverse en profondeur l'ensemble des problématiques liées au développement et à la souveraineté. Mais surtout, comme une poupée gigogne, la question de l'avenir du franc CFA pose directement aussi la question de l'avenir de l'euro. Les critiques qui sont émises sur le CFA se retrouvent en partie dans la critique de l'euro. Monnaie de domination commerciale, économique et politique, ou élément de cohésion et de résistance face à la domination américaine, point d'interrogation. Quels contre-pouvoirs politiques peuvent être appliqués à la gouvernance de la Banque centrale européenne, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Banque des États de l'Afrique centrale? À quelle réalité doivent s'adapter les parités émissions monétaires pour être le plus utile? Autant de questions qui s'appliquent aussi bien à la zone euro qu'à la zone franc, ce qui s'explique par le fait que les unions monétaires sont toutes traversées par les mêmes tensions économiques, sociales et politiques. Mais depuis 2008, les parallèles deviennent encore plus troublants. Ainsi, alors que de nombreux responsables publics africains, américains et européens ont dénoncé les plans d'ajustement structurel imposés à l'Afrique, au premier rang desquels les communistes français, et c'est notre honneur, nous avons aujourd'hui les mêmes plans imposés à tous les pays européens. Le nom a changé, mais les méthodes sont restées les mêmes. Casse des services publics, privatisation massive, contraintes sur les salaires et développement de l'attractivité capitaliste. La quête de la compétitivité, comme celle du Graal, n'aboutit cependant à rien, si ce n'est que les cadres socio-économiques des États sont bouleversés au seul profit de grandes fortunes internationales. Je poserai d'ailleurs question cet après-midi d'actualité à Monsieur le Premier ministre pour dénoncer la volonté de casser encore plus le code du travail dans notre pays. Le cas de la Grèce et le traitement qui lui est imposé depuis maintenant près de 7 ans est emblématique de cette vision des relations internationales. Finalement, le capital allemand, notamment, ne réserve-t-il pas le même traitement à la Grèce que le capital français réserve depuis des décennies à certains pays africains? Le pouvoir ne réside plus en réalité dans les chancelleries depuis les années 1990, mais dans les banques et conseils d'administration des grandes entreprises. Cette réalité s'est imposée très vite aux États africains, mais 20 ans après, dès lors que les réserves de richesse de ces pays ont été pillées, c'est vers les pays européens les plus fragiles que l'attention du FMI, la Banque mondiale, s'est tournée, pour finalement concerner tout le monde aujourd'hui. Le sort réservé aux pays d'Afrique, arrêtés sur la voie du développement, aurait pu être un signal, un signe des méfaits des politiques ultralibérales. Mais dans le contexte d'hégémonie culturelle des années 1990 à 2010, aucune voix n'a réussi, malheureusement, à se faire entendre. Le débat aujourd'hui aura donc, vous l'avez compris, une résonance européenne. Et l'étude du franc CFA projettera son ombre sur l'euro avec cette question de fond: quelle utilisation de la monnaie et dans quel but? La fin du système actuel du franc CFA, clé de voûte peu problématisée du pacte colonial encore en vigueur, ouvrirait une ère de progrès commun faite d'une coopération digne de notre époque et beaucoup plus avantageuse pour tous. Il est essentiel que les peuples africains et le peuple français s'emparent de ces thématiques pour inverser le cours des choses par des mesures immédiates qui ouvrent ainsi une autre voie, celle du progrès et de la justice.
Je suis convaincu que ce colloque y contribuera par un débat qui s'annonce très riche. Plusieurs communications ont dans un premier temps permis à Bruno Tinel, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Demba Moussa Dambélé, économiste, président d'Arcade Dakar Sénégal, Kako Nubukbo, ancien ministre du Togo, et Martial Zé Belenga, économiste et sociologue, d'édifier les participants sur les 4 sous-thèmes ayant meublé les travaux, à savoir 1. Le fonctionnement des comptes d'opération et leur rôle dans les relations entre la France et les pays africains. La fixité de la parité entre le CFA et l'euro n'est pas assumée par les banques centrales des deux zones CFA. Mais il est assumé, pas non plus d'ailleurs par la Banque de France ni par la BCE, il est assumé par le Trésor français, c'est-à-dire en gros les administrations qui gèrent le budget de l'État en France. Et donc, ce qui caractérise le franc CFA, c'est que le problème posé par des réserves qui sont limitées ne se pose pas a priori, puisque en gros le principe qui est fondateur du CFA, ça consiste à dire voilà, le Trésor français assure la parité fixe entre l'euro et le CFA, et en échange, eh bien, les réserves de change qui sont détenues en zone CFA, enfin une fraction de ces réserves de change, sont déposées auprès du Trésor. Donc c'est ça que je vais vous expliquer un petit peu, vous allez voir, c'est pas très sorcier. Donc en fait, le principe c'est quoi? C'est qu'il y a une garantie de convertibilité illimitée par le Trésor français entre les CFA et l'euro. Avant c'était le franc, mais maintenant c'est l'euro. Et donc en contrepartie, les réserves de change sont centralisées dans les banques centrales et elles-mêmes en déposent 50%. Bon, avant c'était 65%, et puis en 2005 et 2007, il y a eu un changement qui a fait que dans les deux zones, on est passé à 50%. Donc 50% des réserves de change sont déposées auprès du Trésor français sur des comptes dits d'opération, qui sont donc ouverts au nom de chacune d'entre elles. 2. De la nécessité de la souveraineté monétaire dans les pays de la zone franc. Le franc CFA fait partie de ces instruments de domination que la France utilise depuis les indépendances formelles. Et tous les jours que Dieu fait, nous constatons que le franc CFA est contre les intérêts des pays africains. Il n'a jamais servi d'instrument de développement. Parce que tout simplement, cette monnaie est une monnaie étrangère qui n'est pas la monnaie des pays africains. Et le sort du franc CFA se décide non à Dakar, siège de la BCAO, non à Yaoundé, siège de la BAC, mais ici à Paris ou à Francfort, siège de la Banque centrale européenne. La dévaluation de 1994, je crois l'année d'illustration, dévaluation qui a été décidée ici, à Paris, avec le soutien du Fonds monétaire international, et on est allé à Dakar informer des chefs d'État africains. Et à l'époque, le président du Sénégal, Abdou Diouf, a dit qu'il avait pleuré. On les avait pris en otage, en fait, dans un grand hôtel. Et on leur a dit, vous signez, on vient vous informer, vous signez. Alors il a pleuré, mais on lui a donné un mouchoir, il s'est séché, voilà. C'est décidé, c'est comme ça. Et l'humiliation de cette dévaluation a été renforcée par la délégation qui a informé les présidents africains. C'était le ministre de la coopération. Ce n'était pas le premier ministre, même pas le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, mais le ministre de la coopération, qui était parti informer 14 chefs d'État ou du gouvernement, etc. Donc c'est pour vous dire que les leviers qui déterminent le franc CFA ne se trouvent pas chez nous. Ça se trouve ailleurs. Et c'est pourquoi le franc CFA ne peut pas servir d'instrument de développement de nos pays. D'ailleurs,
on constate que parmi les 15 pays qui utilisent le franc CFA, si vous incluez les Comores, les 11 sont classés comme pays moins avancés, parmi les plus pauvres, d'après la classification des Nations Unies. Certes, le franc, la monnaie n'est pas un facteur, mais pour vous dire que cette monnaie n'a pas été un atout décisif comme le proclamer, c'est une ferraille, et comme continue à le proclamer d'ailleurs, certaines de ces une ferraille. Alors, nos constitutions, toutes nos constitutions disent que nous avons la souveraineté sur notre monnaie. C'est sur le papier. Mais la réalité est autre, parce que les accords institutionnels avec la France, les comptes d'opération, les dépôts de la moitié des réserves de change, et les politiques monétaristes absurdes de nos banques centrales, Kakoa, Margaret, je crois que tout cela montre que le franc CFA a été un des facteurs qui a plombé notre développement, en tout cas les possibilités de développement dans les pays qui l'utilisent. 3. Politique monétaire, fixité du change et financement de l'émergence en zone franc, le cas de l'UEMOA. Des échanges intracommunautaires, on est à moins de 15%. Pour comparaison, la zone euro est à plus de 60%. Le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne, et le premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'est la France. Donc on peut comprendre que ces deux pays veuillent avoir la même monnaie, parce que effectivement ça va réduire les coûts de transaction, entre autres avantages attendus. Mais nous, dans la mesure où nous n'échangeons pas entre nous, on se demande si ça vaut vraiment la peine d'avoir la même monnaie. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que nous sommes restés dans une spécialisation primaire au sein du commerce international. Et comme j'aime bien souvent donner l'exemple du coton, 6 des 8 pays de l'UEMOA exportent le coton. Donc le Togo ne va pas exporter sa fibre de coton au Bénin, et le Bénin ne va pas exporter sa fibre de coton au Mali, qui, avec le Burkina, sont les premiers producteurs de coton africain. Donc l'idée ici, c'est qu'à partir du moment où nous sommes plus substituts que compléments, il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi on partage la même monnaie. On n'échange pas entre nous. 4. Institution franc CFA, reproduction, incohérence et accumulation prédatrice. Nous avons envisagé effectivement certains aspects de la zone franc, du taux de change, etc. Mais la zone franc existe aussi comme institution. Et pas seulement comme institution, j'ai envie de dire comme arrangement institutionnel. C'est-à-dire qu'elle met ensemble plusieurs institutions depuis un certain nombre d'années. Les banques centrales, il y a des traités qui sont signés, le Trésor public, la Banque de France, etc. Donc il faut arriver également à lire le système CFA comme un ensemble d'institutions qui produit à la fois des représentations, qui produit des effets, qui produit des anticipations, qui produit des incitations. C'est un peu dans cette perspective que je voudrais aussi qu'on regarde, puisque beaucoup de choses ont été dites par ailleurs. Et toute institution, tout arrangement institutionnel doit produire un rendement social. C'est-à-dire que si on reste dans la logique économique, quand vous avez un revenu, votre revenu privé doit avoir une justification dans l'économie en tant qu'utilité, et donc, en principe, en tant que contribution à l'optimum social, c'est-à-dire en gros contribution au bien-être collectif. Donc il faut aussi arriver à regarder la zone comme institution qui doit avoir un rendement social ou collectif. Donc nous sommes dans une question qui nous met en relation avec l'histoire, c'est-à-dire les institutions et l'histoire. Nous sommes dans un débat qui nous met en relation avec la liberté humaine, la liberté économique, la liberté monétaire, c'est-à-dire bien évidemment le rapport à la décolonisation économique, on en a parlé, et politique, mais aussi une institution qui nous met en rapport avec une certaine forme de vérité, quand on parle de la vérité des prix, quand on parle de la vérité d'un taux de change, qui n'est qu'un prix, qui est un rapport de prix. On peut se demander de quoi le taux de change franc, CFA, euro
est-il l'expression? Ça a été déjà abordé comme ça, mais on peut le lire aussi comme ça. Quelle vérité se détache ou se cache derrière ce taux de change et cette fixité de taux de change? Ouvrant les travaux de la seconde partie du colloque, l'ancien vice-gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président d'honneur des Assises nationales du Congo-Brazzaville, M. Jean-Édouard Satou, et le professeur Raymond Koudou-Kessié, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, ont partagé leur expérience de l'utilisation de cette monnaie. Alors, s'agissant du fonctionnement du compte d'opération, je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui a été dit ce matin. Je voudrais simplement vous signaler que de notre point de vue, enfin du point de vue interne des banques centrales, compte tenu de l'évolution qui est intervenue entre-temps dans nos relations financières et monétaires avec la France, le Trésor français qui apporte sa garantie en ce franc CFA est considéré comme une banque pour nos banques centrales, une banque auprès de laquelle nous plaçons les disponibilités, plus exactement une partie des disponibilités extérieures de nos pays. La question du franc CFA n'est pas seulement une question technique. Je dirais même que pour nous, elle est surtout une question politique. Je pense que l'idée suivante peut être partagée, à savoir que le CFA est à la fois un pilier en même temps qu'un enjeu de pouvoir politique en Afrique. En dépit de tous les bons sens, on a fait la guerre au président Gbagbo en utilisant les leviers du franc CFA. Et ce qui a montré réellement ce qu'est le franc CFA. C'est pourquoi la rupture du cordon ombilical avec le franc CFA s'impose, non pas passionnellement, non pas parce que c'est émotionnel et qu'il faille dire bon, la France vous a fait tant de mal, elle est tellement méchante, maintenant là il faut corriger. Non, c'est simplement parce que le franc CFA est un enjeu de pouvoir et la souveraineté, elle s'assume par la monnaie et par la défense. Nous devons travailler à cela. Nous devons nous battre pour aller dans cette direction. C'est pas seulement une option, c'est une obligation. C'est la logique qui s'impose à nous. Dernière articulation des travaux, l'économiste sénégalais Ibrahim Sen, le président d'Arcade, Demba Moussa, le ministre Kako Nouboupo et le responsable du collectif Afrique du Parti communiste français, Dominique Josse, ont fait des recommandations en vue des perspectives à court, moyen et long terme de l'utilisation de cette monnaie. Le franc CFA est un frein à double niveau. C'est un frein au développement relatif de nos pays par rapport aux pays africains non francophones. Et les chiffres sont clairs. Le taux de croissance moyen des pays africains hors zone franc, c'est environ 7-8%. Le taux de croissance moyen de nos pays, zone franc, Afrique de l'Ouest, que je connais bien, c'est environ 3,5-4%. Si vous prenez les 15 pays les moins développés, les PMA, en Afrique, les 11 sont de la zone franc. Donc la zone franc nous bloque dans notre développement. Et puis, il bloque notre politique d'intégration économique. Il faudrait qu'on se dise que l'avenir du franc CFA, au moins dans le cadre de la sous-région de la CEDEAO, son avenir est scellé. Nous devons tout faire pour que le deadline, l'échéance de 2020, nous devons tout faire pour que nos pays de la CEDEAO, nos pays de la zone franc, à part la CEDEAO, nous devons tout faire pour que nos chefs d'État respectent cet engagement qu'ils ont donné à l'Afrique et au monde. Battons-nous, encore une fois, pour que ça soit. Et pourquoi battons-nous? Parce que les gens ont soulevé les critères de convergence et Pepou a bien raison de dire que c'est de la rigolade. Quand De Gaulle décidait de nous faire signer des accords monétaires pour le franc CFA en 1960, quel critère de convergence il a attendu? Aucun critère. C'est sa volonté politique et la soumission de nos chefs d'État. Il a dit, c'est le franc CFA, le compte d'opération, c'est là et des accords monétaires.
sont ces accords-là qu'il faudra remettre en cause fondamentalement. Il ne faut pas qu'on nous retarde en disant que la CEDEAO, pour avoir la monnaie, il faut convergence. Il n'y a aucune convergence nécessaire. La France ne garantit pas la stabilité et la valeur du CFA. C'est le compte d'opération. Les gens l'ont démontré ici. C'est sur nos réserves. Ce sont nos réserves qui sont surprotégées, surassurées. De 20%, on est à plus de 90% d'assurance pour assurer la monnaie et sa viabilité. Donc c'est pas donc là, c'est notre argent. Et pire, la France, il prend et nous retourne en disant que c'est son aide au développement. Cette comédie va s'arrêter. Je pense que ici, en France, le soutien politique au combat que nous menons doit se renforcer, s'approfondir, tant au niveau des partis, notamment le PC, le Parti Socialiste, les écolos, en tout cas les partis progressistes qui se disent de gauche, qu'au niveau de leurs représentants dans les instances parlementaires comme le Sénat, l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent influencer les décisions au niveau de l'exécutif français. Et également au niveau des médias français, avoir des relais qui puissent répercuter les combats que nous menons. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un autre colloque, soit à Dakar, soit à Abidjan ou à Yaoundé, l'année prochaine, donc en 2016. Et surtout dans le contexte de cette lutte pour cette échéance de 2020 dont Ibrahim a parlé, pour qu'on puisse amplifier la pression sur les dirigeants pour qu'ils tiennent leurs engagements pour cette échéance. Nous pensons que nous devons, et nous allons le faire déjà au Sénégal, nous avons commencé d'ailleurs, à impliquer les parlementaires, les députés. On a d'autres institutions, mais principalement les députés. Parce que comme vous le savez, ou certains d'entre vous, il y a un parlement de la CEDEAO. On choisit des députés des 15 pays membres qui forment le parlement de la CEDEAO, donc qui discutent des affaires de la CEDEAO. Et il serait bon que certains de ces parlementaires soient impliqués dans ce combat pour qu'ils puissent, pendant leur réunion, en parler et surtout porter ce combat à leur niveau. Également les partis politiques. Moi, je pense peut-être à une lettre ouverte au président Macky Sall, qui est le président en exercice de la CEDEAO, pour qu'il sache qu'il y a ce combat pour que l'échéance de 2020 soit respectée et que pendant cette période, qu'il fasse de son mieux pour faire avancer ce dossier. Parce qu'il a annoncé à son retour de la réunion où il a été investi, il a parlé de la monnaie unique comme un chantier important de la CEDEAO. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un procès contre qui que ce soit. C'est simplement dire qu'il faut qu'il y ait un débat qui s'instaure. Personne ici, je crois, ne prétend détenir la vérité. Simplement dire que le débat ne doit pas être un tabou. Et que c'est ensemble que nous pourrons trouver les convergences pour avancer. Là, moi, je tiens vraiment à cette idée que si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons pas. Et donc, même ici, il devrait y avoir des gens qui doivent être pour le franc CFA. Moi, je trouve ça sain pour la discussion. Donc, franchement, il faut qu'on soit d'accord sur le fait qu'il n'y a pas, en tout cas de mon point de vue, quelle prétention à la détention de quelque vérité que ce soit. Mais je crois qu'on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir sur leur vécu. Le franc CFA, c'est tout sauf un débat de spécialistes, même si on a besoin des éclairages. On engage ensemble un processus, et la tâche à accomplir est immense. Ce colloque
se veut une modeste contribution en vue de démocratiser le débat sur le franc CFA, parce que c'est avant tout l'affaire du peuple concerné. On ne peut que inciter à la multiplication des prises de position, à l'amplification des échanges d'opinions, à l'émergence d'une véritable réflexion pour une alternative, et peut-être, c'est une proposition comme ça, mais pourrait être initié dans les semaines à venir un appel d'économistes, d'intellectuels sur le sujet, pour redonner du poids aux propositions que tu viens de faire, Ibrahim. On doit construire une alternative, et il est maintenant question, enfin, d'oser briser le tabou. C'est le moment, parce qu'on sent bien que la chape de plomb se fissure. Mais on n'a aucun doute sur les faits que les logiques de domination en cours ne vont pas cesser. Bien au contraire. Dans le processus, il y aura des étapes avec des urgences, comme celle par exemple posée autour des réserves de change qui sont stérilisées, on l'a dit, sur le compte d'opération, ouverts dans les livres du Trésor français. Des fonds qui dorment à Paris doivent servir l'investissement utile dont les 15 pays africains concernés ont si cruellement besoin. Oui, il faut faire bouger les lignes, mais il y aura besoin de mobilisation citoyenne et d'un patient travail d'explication, de pédagogie. Et dans cette première étape, on vise peut-être 2020, il faut donc développer les prises de conscience, exercer une pression suffisamment forte pour que les banques centrales agissent et utilisent les marges de manœuvre qui existent pourtant. Ces banques centrales qui sont indépendantes des peuples, mais fortement dépendantes des marchés, des choix dominants, tout comme la Banque centrale européenne. Et c'est au peuple d'exiger des comptes. Réfléchir sur l'après-franc CFA, c'est tenter toujours et encore de s'extirper de la matrice coloniale mortifère. Et cela au moment très particulier où le continent africain, dans sa diversité, j'ai envie de dire, a de nombreux atouts pour s'en sortir. Et on est devant un grand paradoxe. L'Afrique a maintenant, et plus qu'avant, les moyens de ses ambitions et peut connaître des progrès considérables et rapides avec des solutions endogènes. Mais elle se heurte à ceux qui ne voient l'Afrique que sous l'angle libéral du dernier Eldorado à conquérir ou à reconquérir. Et on le voit, les prédations se déchaînent. Toutes les panoplies des dominations sont à l'œuvre. L'art de la corruption, les pillages économiques, les dominations culturelles, et la stratégie du chaos pour déstabiliser, légitimer des guerres ou des occupations, pour préparer le remodelage futur de territoires et même de pays. Ce que les anglo-saxons ont fait au Proche et Moyen-Orient, et on en voit le désastre, les Occidentaux ont commencé à le faire en plusieurs points du continent africain. Et la France excelle dans ce jeu du pompier pyromane. La logique au service des transnationales est de soumettre les territoires et ou de les broyer. La guerre en Irak de George Bush est le catalyseur de cette démarche. La guerre en Libye de Sarkozy, le catalyseur pour l'Afrique. Je dis cela pour que nous mesurions les forces et la brutalité auxquelles nous sommes confrontés. La Grèce, on en a fait référence un petit peu ce matin, est confrontée à ce que nombre de pays d'Afrique ont subi depuis les années 80. La lutte va être donc rude et les obstacles nombreux. Et alors que les démocrates et les progressistes réfléchissent à dépasser l'arrimage du franc CFA sur l'euro, je remémore le rapport d'Hubert Védrine, sorti en 2013, qui propose au contraire l'extension de la zone franc. Voilà qui en dit long. Et puisque nous sommes ici au Sénat, c'est de cette institution qu'a été produit un rapport intitulé « Afrique, notre avenir ». Donc
Donc voilà la conception, hein, c'est explicite, des rapports parfaitement assumés, des rapports de domination. Imaginons qu'Angela Merkel sorte un rapport intitulé « La France, l'avenir de l'Allemagne ». Nous serions à juste titre choqués. Mais là, qui cela a choqué? Afrique, notre avenir. Et tout est dit. L'objectif reste donc d'aller vers la création d'une monnaie commune, à l'échelle de la sous-région, une monnaie africaine, assise sur un panier de devises. Là, il y a débat, qui doit se poursuivre. Mais, et ça a été dit ce matin, il faut vraiment l'avoir en tête, il s'agit de ne pas copier ce qui ne marche pas au sein de la zone euro. Il est nécessaire en parallèle de poser la question des choix économiques pour mettre un coup d'arrêt à l'explosion des inégalités, à l'accaparement et la concentration des richesses, pour en finir avec ce modèle libéral de croissance sans développement. Parce que à quoi cela servirait de changer d'outil monétaire sans changer de paradigme économique? Donc on a eu au cours des échanges des propositions, des approches plutôt concrètes. Elles ont leur cohérence avec diverses sensibilités qui s'expriment. C'est ce travail autour d'un projet novateur, d'une monnaie commune sous-régionale, adaptée aux réalités africaines, de réponse endogène aux formidables besoins qui s'expriment sur le continent. Et porter le débat sur le franc CFA, c'est un enjeu finalement démocratique. Nous allons poursuivre, on a déjà en tête la suite, éventuellement à Paris, on n'en dit pas plus. Mais il doit surtout s'amplifier, non pas ici, mais dans les capitales africaines. Ça a été dit ce matin. Et c'est vraiment important, auprès des intellectuels, dans les universités, dans les associations, avec les militants progressistes, syndicaux, associatifs ou politiques. Et ce débat doit irriguer toute la société, y compris auprès des populations urbaines défavorisées et les populations rurales, c'est-à-dire les victimes de l'arme qu'est le franc CFA. Les participants, dont les préoccupations ont trouvé réponse à travers leur série de questions ayant bouclé les différentes communications, ont dit leur satisfaction à la fin du colloque. J'estime que je n'ai pas perdu ma journée aujourd'hui. C'était vraiment un colloque de très très bon niveau qui nous a permis de découvrir qu'il existe en Afrique des talents économiques de haut niveau qui sont capables de concevoir un programme de développement économique, monétaire et politique pour le continent qui permettra véritablement au continent de commencer véritablement à prendre son destin en main et à sortir du marasme dans lequel il est plongé depuis des décennies. C'est un débat important et que maintenant il va falloir qu'il soit de plus en plus audible puisqu'en haut lieu, même jusqu'à l'Elysée, on nous dit encore que sur le franc CFA il n'y a pas de demande de la part des Africains. Et pas à l'Elysée, pardon, au ministère du Développement, on nous avait dit ça en 2013. Et donc c'est important justement de faire connaître cette demande et tout ce travail qui est réalisé. Je suis heureuse de savoir que ces initiatives existent et que la réflexion est menée pour que les pays africains quittent définitivement cette monnaie coloniale, abandonnent définitivement cette monnaie qui nous appauvrit, qui ne nous permet pas de nous développer. Et je suis franchement heureuse que des intellectuels de haut niveau aient mené le débat aujourd'hui avec la fondation Gabriel Péry et Rosa Luxembourg. Plutôt très positif, il est très positif de l'événement et que d'autres événements de ce genre se répètent.